Alors merci tout d'abord à tous mes remerciements aux organisateurs de cette journée d'études et à Scarlett avec qui nous avons eu déjà de nombreuses discussions sur cette question du discours qu'on porte sur la vie matérielle des œuvres au sein du musée. Et on a vu à quel point je pense que la journée d'aujourd'hui est intéressante et bien conçue, parce que vous allez voir que dans ma communication, puisque j'arrive en fin de journée, vous allez tisser des fils qu'on a croisés depuis ce matin chez différents intervenants. Dans une société où les systèmes numériques d'information ont une importance toujours plus grande et où les reproductions en haute définition deviennent accessibles à tous, l'affirmation de la dimension matérielle de la peinture est un enjeu majeur pour les musées d'art. C'est en effet sur la compréhension de cette matérialité que se fonde la perception par tous de la singularité et du caractère historique de chaque œuvre, tout comme l'étude des supports, de la couche picturale, des châssis ou des revers. Les recherches sur les cadres sont l'occasion de réaffirmer que le tableau n'est pas seulement une image et qu'il est bien un objet en 3 dimensions. Vous avez ici une photo de 2 installateurs du Louvre au moment de l'acquisition de la Sainte-Françoise romaine de Poussin. Rien de surprenant alors que ce rapport entre image et peinture ait suscité depuis une trentaine d'années un renouvellement des approches théoriques de l'histoire de l'art, avec en chef de file les grandes figures de Hubert Damisch et Hans Belting et son indispensable anthropologie des images. En introduction de cette intervention, j'aimerais simplement donc revenir un court moment sur cette question centrale en théorie de l'art, sans l'évoquer plus loin, du rapport entre image et tableau. Le regain d'intérêt pour les cadres auxquels on assiste aujourd'hui participe et découle à la fois de ce renouvellement du discours porté sur l'œuvre d'art et la visibilité corporelle des images dans l'espace social. Car à la différence du revers ou du châssis, le cadre est visible de tous, au moins partiellement. Sa face est l'indicateur d'une histoire des présentations successives de la peinture dans l'espace d'exposition. Intimement lié à l'œuvre qu'il protège et met en valeur, le cadre a aussi une valeur artistique et historique qui lui est propre. La beauté d'un cadre se mesure ainsi à l'aune de ce dialogue intime qu'il entretient avec l'objet qui l'entoure. Elle se fonde aussi sur d'autres critères qui relèvent habituellement de l'architecture ou de l'art de la sculpture, tels la justesse des proportions, la lisibilité de la ligne, la manière dont la lumière joue sur les volumes et les surfaces, la simplicité ou, à l'inverse, l'exubérance des ornements. Je vais articuler mon intervention aujourd'hui autour de 3 questions assez simples qui sont revenues tout au long de la journée. Première question, comment expliquer que les cadres soient si rarement étudiés et commentés dans les musées français, au point qu'ils semblent parfois invisibles? Deuxième question, dans quelle mesure les cadres ont-ils quelque chose à raconter sur la vie des œuvres? Troisième question, enfin, quelle place accorder aux cadres dans le discours porté sur les œuvres dans l'espace d'exposition? Donc, tout d'abord, les cadres invisibles, et je reprends cette jolie expression à Marie-Catherine Sahut, qui a été conservateur des cadres au département des peintures du musée du Louvre de 1977 à 2012 et qui a énormément œuvré pour la collection dont j'ai aujourd'hui la charge ou la responsabilité. Le fait que les peintures des musées soient le plus souvent reproduites sans leur cadre dans les catalogues d'exposition et dans les manuels d'histoire de l'art suffit à démontrer à quel point les cadres ont jusqu'ici été très peu pris en compte par les historiens de l'art. Le même silence peut être constaté sur la grande majorité des supports de médiation proposés dans les musées. Panneaux de salle et cartels ne disent en général rien du cadre, aussi exubérant et élaboré soit-il. Et vous avez ici peut-être un de nos cadres les plus exubérants du musée du Louvre, un cadre hollandais du XVIIe siècle, très particulier puisqu'il est un des rares représentants dans les collections nationales du style auriculaire. Auriculaire donc, qui vient du mot oreille. Vous constatez que c'est un cadre qui a donc des grandes oreilles, avec même des lobes un peu pendants. C'est un cadre donc qui est donc le cadre d'origine de ce portrait, de double portrait de Rousendaal, double portrait qui est signé, daté 1669. Le cartel, et qui est peut-être un détail important, c'est un tableau qui appartient à la collection Croy, donc qui est un petit peu en dehors des circuits d'exposition de la peinture hollandaise XVIIe. Le cartel identifie les modèles, signale le cadre, parce que le cadre porte notamment les insignes épiscopales que vous voyez en haut,
au centre de la traverse supérieure, et les armes donc, de l'évêque Ferdinand von Fürstenberg au milieu de la traverse du bas. Donc le cartel signale ce lien très important iconographique entre le tableau et le cadre, mais dans notre cartel, rien n'est dit sur le style auriculaire et cette rareté. Rien n'est dit sur l'association de ce cadre d'origine avec la peinture et sur, si vous voulez, ce mariage esthétique qui quand même pose plein de questions. Rien n'est dit non plus sur l'extraordinaire exubérance de ce cadre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, ce silence, je le trouve intéressant. Cette difficulté donc à tenir compte du cadre dans le discours qui est porté sur la peinture tient probablement de la difficulté à appréhender cet objet complexe qui est à la fois un objet muséographique et une œuvre d'art. Souvent considéré comme la récompense du peintre, selon une formule qui est habituellement attribuée à Ingres, le cadre a ainsi pu paraître négligeable, car secondaire, tout entier au service de la peinture. Il peut également sembler dangereux, voire même aveuglant, s'il se fait trop présent et entre en concurrence visuelle avec la peinture, raison de plus pour le faire disparaître. Ce statut ambigu du cadre explique en partie pourquoi sa valeur patrimoniale n'est aujourd'hui pas encore complètement reconnue dans les musées, en dépit des efforts déployés par certains conservateurs, et je voudrais souligner, puisque nous sommes ici au musée d'Orsay, les publications très pionnières d'Isabelle Kahn dès les années 1990 à propos des cadres, et notamment des cadres d'artistes. Il est à noter qu'à la même époque, donc dans la fin du XXe siècle, d'importantes expositions consacrées aux cadres se sont tenues donc, au Royaume-Uni, en Hollande, en Allemagne aussi, et qu'on assiste aujourd'hui à un regain d'intérêt avec une série toute récente d'expositions importantes. Une première exposition, donc trois expositions en fait en 2015, une exposition à la National Gallery de Londres, une exposition au Dordrecht Museum et une exposition au Jean-Paul Getty Museum de Los Angeles. Vous avez ici des photos rapides et médiocres de cette exposition donc, qui était consacrée aux cadres français du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec un parti, je reviendrai un peu plus loin dessus, de présenter pratiquement que des cadres vides. Et je voulais aussi vous signaler en ce moment, et je pense que ça fait écho aux deux premières interventions de l'après-midi, le volet qui est consacré au cadre dans la programmation Le Temps des collections au Musée des Beaux-Arts de Rouen, où à nouveau il y a une exposition, un des volets de cette exposition qui présente un travail sur les collections permanentes qui est consacré au cadre. Cette reconnaissance de l'intérêt artistique des cadres va de pair avec l'affirmation de leur valeur patrimoniale. Et il est très révélateur de noter que les questions d'inventaire et de récolement des cadres préoccupent aujourd'hui la plupart des musées français sans que toujours une méthodologie soit bien établie. Le musée du Louvre, avec sa très importante collection d'environ 9000 cadres, n'échappe pas à cette réflexion et à ces difficultés. Alors voilà ici une vue de notre réserve qui a été aménagée donc, au moment de la construction du Grand Louvre. Donc, quand je vous parle de 9000 cadres, pour être plus précise, je parle des 6000 cadres qui sont affectés à des peintures, dont environ 4000 dans nos salles. Et il faut ajouter à ça une réserve de cadres vides, qui est donc d'environ 3000 cadres. Ces cadres vides proviennent à la fois des campagnes de réencadrement au sein du musée au 19e et au 20e siècle, et aussi d'une active politique d'acquisition qui a été menée au 20e siècle, notamment sous l'égide du conservateur Germain Bazin, dont je reparlerai un peu plus loin, qui était conservateur au département des peintures, puis directeur du département des peintures, et qui a mené dans les années 40, 50 surtout, vraiment une campagne très active d'acquisition de cadres. Cet ensemble de la réserve, donc de nos 3000 cadres en réserve, constitue un fonds précieux pour réencadrer des peintures du Louvre. Elle a aussi une valeur patrimoniale exceptionnelle, permet d'écrire l'histoire des cadres de toutes les écoles, donc françaises, italiennes, hollandaises. Cet ensemble est cependant totalement invisible du public aujourd'hui. Deuxième partie, ce que racontent les cadres sur la vie des œuvres dans l'espace muséal. Alors, au risque de vous décevoir, je ne vais pas parler aujourd'hui des revers des cadres, qui est aussi un autre de mes grands sujets, puisque cet après-midi est dédié à la question de l'exposition et que nous n'exposons pas encore de revers de cadre.
Donc, première chose, je voulais commenter rapidement le choix de mon titre, tableau-objet, en revenant un instant donc sur l'étymologie du mot tableau et sur des réflexions qui ont été proposées par Hubert Damisch dans son dernier livre paru en 2016, La ruse du tableau. Donc, dès le prologue, je cite, « La langue française le signifie sans embâge. Un tableau, c'est d'abord un objet concret, matériel. Un panneau, une surface plane, qu'elle soit faite de bois ou de toile tendue sur un châssis et portant des images ou des inscriptions. Une table, ainsi que le mot le donne à lire, comme emboîté en lui, littéralement parlant, mais qui demande à être dressé à la verticale, à la hauteur et dans les conditions voulues pour recevoir ce qui pourra trouver à s'y peindre. » Fin de citation. Indispensable à l'accrochage du tableau et à sa manipulation, le cadre participe fondamentalement de la vie matérielle des œuvres. Susciter la curiosité du public pour le cadre permet de mettre en perspective les conditions d'exposition de la peinture et donc d'en enrichir la compréhension. Un autre élément, bien sûr, qui est fondamental est la question de l'historique de la présentation de la peinture et des regards portés sur la peinture par le peintre, par le collectionneur ou par le conservateur. Et je vais donc là vous avez rapidement donc le bain turc en cours d'accrochage et un exemple assez parlant d'un réencadrement récent donc des Pèlerins d'Emmaüs de Rembrandt 1648. Donc le choix de changer le cadre de ce tableau a été fait au moment de la restauration du tableau en vue de l'exposition Les figures du Christ qui s'est tenue au Louvre en 2011. Si vous voulez, le choix qui a été fait et qui dit beaucoup de choses sur les politiques d'encadrement et sur la complexité, tout le discours qu'on pourrait porter sur les choix. Le choix qui a été fait était d'abandonner donc un cadre de style hollandais pour revenir à un cadre doré français. Parce que, en fait, au Louvre, à travers l'histoire, la plupart des grands tableaux de Rembrandt ont été présentés dans des cadres Louis XIV. C'est notamment, ou en tout cas dans des cadres dorés. C'est le cas notamment de l'abbé de Sabé, une des icônes de la collection, évidemment, qui est entrée donc, à la fin du XIXe siècle de la collection Lacaze avec un cadre doré, pas celui-là, et qui a été ensuite réencadré avec ce très beau cadre Louis XIV, avec l'idée justement donc de conserver donc ce choix du collectionneur d'un cadre doré et ce choix qui avait été aussi celui des collections royales dans le palais de présenter la peinture dans des cadres dorés français. Et alors ça mène du coup, je vous présente là une photo de travail qui est très médiocre mais toute récente. On est en train de réaccrocher donc nous sommes en train de réaccrocher les nouvelles salles de peinture française et hollandaise. Et vous voyez, ça donne des murs de Rembrandt encadrés dans des cadres dorés et pas comme dans beaucoup de musées en Europe, dans des cadres hollandais en ébène. Troisième question, quelle place accorder au cadre dans le discours porté sur les œuvres dans l'espace d'exposition? Alors je vais vous présenter très rapidement un projet d'exposition sur lequel je travaille, intitulé pour l'instant « Le cadre et son tableau au regard sur la peinture », qui devrait se tenir l'été prochain au Louvre. L'idée de consacrer une première exposition à la collection de cadres au Louvre était fondée sur le souhait d'inviter les visiteurs à s'interroger sur la manière dont la peinture est présentée dans les salles. Donc l'idée était de ne pas présenter une exposition de cadres vides, mais bien une exposition, il y aura sûrement quelques très beaux cadres vides, j'espère bien sûr, mais les objectifs étaient autres. Premier objectif, c'est à travers plusieurs exemples de réencadrement, de mettre en évidence la dimension historique de la présentation, de révéler les regards successifs qui ont été posés sur telle ou telle peinture depuis la création, de montrer que les choses ne sont pas évidemment figées. Et deuxième objectif, faire découvrir l'histoire de la constitution de la collection de cadres, d'où vient ce fonds, comment ils sont arrivés au musée, quelle est leur provenance. Dernier objectif, faire découvrir les coulisses du musée, rendre visible tout le travail qui est fait sur la présentation des peintures et aussi sur la restauration des cadres. Donc, pour parler, je vous montre comme ça des propositions, mais qui ne sont pas abouties, c'est vraiment un travail en cours, donc je ne m'engage à rien. Donc, vous avez vu, je vais peut-être revenir. Vous avez ici donc la très fameuse série de la vie de Saint-Bruno,
qui date donc du milieu du XVIIe siècle, une série de 22 tableaux qui provenaient du petit cloître des Chartreux à Paris, qui a été acheté donc à la fin du XVIIIe siècle par d'Angivillers pour les collections royales, donc en 1776. À cette époque, d'Angivillers charge François-Charles Buteux, sculpteur des bâtiments du roi, de créer un type de bordure dorée, large et plate, agrémentée de perles, de raies de cœur et de feuilles enroulées, timbrée par un grand cartouche à la partie supérieure, et de créer pour les tableaux cintrés un motif de feuilles pour les écoinçons. Donc vous voyez... Le voilà. Donc vous voyez ici donc, les écoinçons avec ce motif, vous voyez là les grands cartouches au-dessus. Donc aujourd'hui, les tableaux de cette série sont toujours présentés donc, dans les cadres buteux. Ça n'a pas toujours été le cas, et notamment dans les années 50, Germain Bazin, donc le grand historien de l'art, notamment de la Rome baroque, mais aussi de beaucoup d'autres sujets, qui était donc conservateur puis directeur au département des peintures, passionné par les cadres, avait proposé un réencadrement. Vous apercevez ici, avec ce petit détail, un réencadrement très différent, des cadres en bois brut, très simple, avec l'idée de vraiment renouer avec la simplicité de l'ordre des Chartreux. Et vous avez après, ici, une photo plus générale d'où est issu le détail que je vous ai montré, où vous apercevez donc le songe de Saint-Bruno avec son cadre Bazin, et donc avec la fabrication années 50, si vous voulez. Et ce qui est assez intéressant dans cette photo, donc c'est une photo d'une exposition qui a lieu au Louvre en 1960 pour présenter les œuvres en réserve. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Bazin a conservé un cadre buteux, vous voyez tout de ce côté-là de l'image, a conservé un cadre buteux pour les œuvres qui provenaient du cabinet de l'amour, du cabinet des muses de l'hôtel Lambert, mais en revanche, pour la vie de Saint-Bruno, il n'a pas hésité à faire ce réencadrement très drastique, sur lequel on est revenu assez vite, mais je pense que cette histoire qu'on ne connaît pas, elle reste intéressante. Ici, une photo d'équipe que j'ai trouvée dans nos archives. Et derrière Marie-Catherine Sahut, vous apercevez dans la réserve les cadres buteux qui sont bien rangés, qui sont toujours là. Et que donc j'aimerais qu'on ressorte pour l'exposition l'année prochaine. Alors ensuite, deuxième point de l'exposition, donc parler un peu de l'histoire de la constitution de la collection des cadres. Donc peut-être ouvrir le propos par l'héritage très riche des collections royales, avec un de nos grands chefs-d'œuvre, en termes de cadres, j'entends, La Pêche de Carache, qui date de la fin du XVIe siècle et qui est entré dans les collections Louis XIV en 1665, et pour lequel un cadre magnifique a été commandé, orné de poissons, de filets de pêche, vous l'avez ici. Donc tout de suite introduire, donc c'est sur cet héritage très, très riche des collections royales. Poursuivre ensuite en évoquant la question des cadres de musée, et à commencer par le tout premier musée pour nous, le Muséum de Vivant-Denon, et souligner finalement la logique unificatrice du musée qui en expansion au XIXe siècle, a commandé et fait poser des cadres en série sur les collections. Et un cas très particulièrement intéressant, le cas du triptyque de l'Annonciation de Bracesco, triptyque de la fin du XVe siècle, entré dans les collections en 1812, exposé dès 1814 avec ce cadre néo-gothique qui a été commandé par Vivant-Denon. Mais aujourd'hui, vous ne le connaissez pas comme ça. Si vous vous souvenez bien, il est dans la Grande Galerie. Vous le connaissez dans son encadrement Bazin, années 50 du XXe siècle, qui est aussi en plus un encadrement qui est, si on en parle un peu, qui est particulièrement intéressant parce qu'il est un mélange de fabrication et de cadre ancien, qui était une des spécialités de Bazin. En fait, le panneau central est un cadre ancien passablement restauré, acheté chez Lebrun, le grand marchand de cadres qui existe toujours. Et les deux panneaux latéraux sont en fait des copies années 50 pour créer cette nouvelle unité. Parler ensuite, bien sûr, surtout si on évoque le XIXe siècle, de l'importance des cadres d'artistes. Peut-être l'exemple le plus frappant des collections du Louvre, le portrait de M. Bertin de Ingres, 1832, avec ce cadre extraordinairement bachique, raffiné, et qui est léger,
avec un décor d'oiseaux, de pampres et de feuilles de vigne, qui a été souhaité par l'artiste et qui pourtant contraste de manière très intéressante avec l'austérité et l'autorité du modèle. Alors, je poursuis dans le temps, je fais un grand saut dans le temps pour arriver donc à ces années, aux années Bazin. Alors vous connaissez sans doute ces photos de la Grande Galerie vide après l'évacuation des collections en 1939. D'autres photos, voilà la salle Moronnet-Laton, la salle des 7 mètres et beaucoup d'autres photos de ce genre. Pour vous dire que la Deuxième Guerre mondiale a constitué finalement pour la collection de cadres au Louvre un moment très particulier puisque les tableaux ont été évacués sans leurs cadres. Les cadres sont restés vides dans le palais. Et à ce moment-là, Germain Bazin, qui avait une vraie conscience et un vrai intérêt personnel pour la question des cadres, a confié à Madame Aulagnier, Christiane Aulagnier, qui est une autre figure, peut-être pas de la trempe de Rose Valland, mais la même génération de femmes, le soin donc d'inventorier tous les cadres qui étaient restés vides et puis de réfléchir de les faire restaurer, de réfléchir aussi à ce qui serait fait quand les tableaux reviendraient. Et donc, ce moment-là d'étude, et moi je vis encore sur l'inventaire manuscrit de Madame Aulagnier, ce moment-là d'étude de la collection de cadres a vraiment fondé après une grande campagne de réencadrement dans les années qui ont suivi la guerre, au moment où les tableaux sont revenus. Et c'est là qu'on rejoint peut-être aussi ce qu'on s'est dit ce matin, que je n'ai pas beaucoup évoqué aujourd'hui, c'est l'importance des cadres pour les questions de provenance, évidemment. Alors, je pense en particulier là plutôt aux acquisitions très nombreuses qui ont été faites de cadres par le Louvre au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Très nombreuses puisque il y avait à ce moment-là la possibilité d'acheter des cadres sur le marché puisque le marché bougeait énormément, comme on l'a dit ce matin. Beaucoup de cadres vides étaient disponibles. Et c'est vrai que nous avons tout un travail à faire sur tous ces cadres qui ont été acquis dans ces années sensibles, sans qu'il y ait de suspicion, si vous voulez, ou de questions qui se posent. Mais c'est vrai que c'est intéressant, à plein d'égards, de bien comprendre comment ces cadres ont été acquis, pourquoi, où ils sont aujourd'hui, et quels sont les choix à la fois historiques, esthétiques qui ont présidé à ces réencadrements. Et puis la question des provenances, donc c'est ce travail très minutieux sur les étiquettes, sur les marques. Elle est au tout début de notre collection. Elle se pose de manière, on en a parlé ce matin, beaucoup plus cruciale pour les tableaux dont le Louvre a la charge, qui sont donc les tableaux qu'on appelle nous les musées nationaux de récupération, MNR. Mais c'est pas le sujet de mon intervention aujourd'hui, mais c'est fou. Bon, voilà, introduire aussi toute la question du travail qui reste à mener sur le revers des cadres. Dernier aspect peut-être sur l'histoire de la collection, la question de l'enrichissement de la collection, avec une photo d'artiste d'un des très jolis cadres que nous conservons en réserve, qui a été donné dans les années 80, 1982, par en fait l'héritier d'un marchand de cadres, et qui est un extraordinaire cadre du XVIe italien, avec voilà, un petit détail de la tête gravée. Et puis autre forme d'acquisition. Alors évidemment, cette acquisition ne s'est pas faite que pour le cadre. Le grand Pandémonium de John Martins, 2006, mais qui est aussi une très belle acquisition de cadre, avec bien sûr le cadre dessiné par l'artiste et cet extraordinaire détail du dragon sculpté. Alors, dernier petit point pour commenter le projet d'exposition et conclure rapidement. Comment donc vous avez vu un peu le propos de l'exposition, qui est vraiment en cours de construction. On réfléchit aussi sur la manière d'accompagner cette exposition, sur son sens. Donc, l'idée était d'abord de proposer parallèlement à l'exposition un parcours dans les collections permanentes avec une série de cartels qui seraient dédiés aux cadres remarquables, en particulier dans les salles françaises tout autour de la Cour Carrée, donc dans une continuité spatiale avec le lieu d'exposition. De publier aussi un guide des plus beaux cadres du Louvre, puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucune publication vraiment sur le sujet. Et puis enfin, de prévoir un petit espace de médiation qui, je l'espère, sera pérenne, mais c'est en discussion. Un petit espace de médiation dédié à l'activité de notre atelier encadrement dorure et qui sera dédié à la question de la fabrication et de la restauration des cadres et de toute donc, cette activité en coulisses du musée. Alors en conclusion, j'espère vous avoir convaincu de la richesse, de la complexité de l'objet cadre et de tout ce qu'il raconte sur la peinture et sur le musée. Le mot de la fin sera pour un autre théoricien,
Georg Simmel, théoricien du début du XXe siècle. Je le cite parce qu'il a une manière un peu poétique, mais très particulière et fine de parler du cadre, et j'aimerais qu'il ait le mot de la fin. Le cadre exige manifestement une proportion extrêmement fine de présence et d'effacement, d'énergie et de retenue, si dans la sphère du visible, il doit servir d'intermédiaire entre l'œuvre d'art et son milieu, que tout à la fois, il relie et sépare. Je vous remercie.